Mesdames et messieurs, bonsoir. Je n'ai pas pu voir les dernières merveilles dont on m'a parlé, ou dont mes collaborateurs m'ont fait part pendant que j'étais en route ici. Il semblerait qu'il y a des jeunes filles, et tout à l'heure, Marc me disait que, je crois que c'était une jeune fille de 11 ans, qui a construit, je crois, un drone, ou alors une application pour permettre aux femmes de suivre un peu leur grossesse, ou je pense que ça doit être un peu ça. Mais de ce que j'ai pu déjà apprécier hier, aussi bien de la présentation de Marc que de la présentation de Madame Koné, que j'ai vue très rapidement, je dois dire que nous ne sommes plus à l'époque, disons à la période des plaintes. Je pense que nous devons maintenant sortir de ce que nous disons, de ce qui est écrit partout, comme quoi il y a seulement que 11% des femmes qui sont au poste de décision dans le cadre du numérique, qu'il faut atteindre les 30% de femmes aujourd'hui qui doivent se positionner. Les femmes sont positionnées. Je pense qu'elles sont déjà en place. Elles ont pris position, elles ont pris surtout conscience. Et je pense que c'est la première étape. Lorsqu'on prend conscience et lorsqu'on met en place le dispositif pour permettre justement à la femme de s'insérer dans un processus, connaissant la nature naturelle, je me répète, c'était une forme d'insistance, la nature naturelle de la femme qui est celle de prendre ce qu'on lui donne et de développer ce qu'on lui donne, je pense que cette 4e édition de comment vous appelez ça? African for Tech, c'est African Woman for Tech. Voilà, je pense que cette 4e édition que nous avons eu l'honneur d'ouvrir hier à la cérémonie de démarrage de cette conférence est une étape, j'allais dire, extrêmement importante dans les objectifs à atteindre et les objectifs que se sont assignés donc les responsables de cette conférence. Le fait de voir des jeunes, parce que ce n'est plus tellement notre génération à nous qu'il faille, oui, je le dis tout le temps, je dis qu'il faut être réaliste. Nous prenons une sorte d'activité en cours de notre vie. Nous sommes obligés, pour ne pas être relégués aux calendes grecques, n'est-ce pas, de nous impliquer, de nous en imprégner. Dieu merci, mon poste au sein du gouvernement m'a un peu poussé à m'y intéresser, d'autant plus que si je ne le faisais pas, j'aurais été tout à fait en marge de ce qu'est l'émergence de notre pays. Mais je dois dire qu'il est de notre devoir aujourd'hui, à nous, en tant que membres du gouvernement d'abord, mais aussi en tant que femmes leaders, il est important pour nous d'encourager la jeune génération, de leur donner les opportunités qui leur permettraient justement d'avancer, et puis tous les jeunes leaders que nous avons aujourd'hui, de faire en sorte qu'elles comprennent ce que c'est que réellement le leadership. Parce que le leadership, il ne s'agit pas de dire « je suis une leader », mais dans le leadership, il s'agit de drainer d'autres personnes avec soi. On prend la tête, mais il faut qu'on s'assure que lorsqu'on tourne la tête, il y a des gens qui adhèrent totalement à ce que vous faites et qui se reconnaissent en vous. Et c'est la raison pour laquelle, dans les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'en Afrique, il y a énormément de jeunes femmes qui se sont donc investies dans le numérique, dans le digital. Il y a énormément de jeunes femmes qui se sont, positionnées. Il y en a au Kenya, il y en a un peu partout, mais je me félicite qu'en Côte d'Ivoire,
nous ayons également des femmes, des jeunes dames qui ont décidé d'être des leaders dans ce domaine du numérique, peut-être pas suffisamment connues, c'est ce que je regrette. C'est comme si on était dans un cercle restreint, n'est-ce pas? Et je me dis qu'il faille que nous fassions la promotion de ces jeunes dames. Moi, je m'y emploie, en tout cas. Et d'abord vous, Méliane, voilà, je trouve que c'est une bonne chose de sortir de ce carcan, de dire que cela n'appartient qu'aux jeunes gens ou aux hommes. Non, je pense que de plus en plus, nous avons des personnalités, de jeunes personnalités qui se démarquent. Moi, je veux citer déjà Fatim Cissé, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je parle en tout cas de celle que j'ai eu l'opportunité de rencontrer la dernière fois lors justement d'une conférence qui s'est tenue à Yamoussoukro et organisée par monsieur le gouverneur du district de Yamoussoukro, où j'ai eu à intervenir justement sur la compréhension justement de la robotique à notre ère. Alors, il y a Fatim, mais aussi il y a Madame Ibrahim, comment elle s'appelle, qui est l'épouse du pharmacien. C'était un peu avant ça, avant Fatim. Voilà, Madame Diawara, qui également, depuis quelques années, je crois depuis 2014, je pense, qui s'est revêtue à mettre en place, disons, à faire des conférences régulières pour permettre justement de faire connaître le numérique à travers plusieurs aspects. Donc, Méliane, moi je pense que c'est un peu l'introduction que je voudrais faire par rapport aux questions spécifiques que tu viens de poser, aussi bien en termes de leadership qu'en termes de ce que nous avons pu voir, de ce que moi j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Mais je voudrais, si tu permets, avant de céder le micro, de dire que je voudrais vraiment féliciter Marc Coulibaly et lui dire que grâce à Méliane, j'avais été invitée l'année dernière. Je n'ai pas pu y participer pour des contraintes d'agenda, mais cette fois-ci, malgré la contrainte d'agenda, j'ai quand même fait l'effort. Ça veut dire que j'aurais pu faire l'effort l'année dernière pour être là. J'ai vu mes collègues qui étaient présentes, nous avons échangé, et lorsque j'ai vu justement l'agenda gouvernemental de mes collègues, je me suis dit non, on ne va pas faire défaut. Moi, j'ai la possibilité de réaménager mon agenda, donc je suis là, je représente pratiquement tous mes collègues que vous avez invités et j'espère que je vais pouvoir faire le poids. Merci. Et bonsoir à tous. Alors, dire quelle est la place de la femme me dérange un peu, parce que la femme a sa place partout. Il n'y a pas à se poser la question de savoir quelle est sa place. Et déjà, c'est vrai, comme l'a dit Madame le ministre, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans ce secteur télécom TIC. Moi, j'ai fait près de 15 ans dans ce domaine-là, et effectivement, on en rencontre très peu. On en rencontre surtout dans les postes de support, c'est-à-dire l'administration, la finance, mais purement technologique, il y en a peu. Et en Côte d'Ivoire, sans pouvoir vous dire le chiffre exact aujourd'hui, puisque je n'ai pas les dernières statistiques, mais je peux avec certitude vous dire que c'est moins de 40% à ce niveau-là, et surtout à des postes de responsabilité dans le secteur des IT. La situation, elle est pratiquement identique dans tous les pays africains. Et c'est vrai, et même dans le monde, mais il y a des figures. Tout à l'heure, vous avez passé, dans la vidéo des figures célèbres et tout. Et pour nous, oui, il y a une place parce que aujourd'hui, c'est un monde qui bouge, c'est un monde qui offre des opportunités. Ces opportunités, elles sont déjà avant tout dans la cybersécurité. Et comme je le disais hier, oui, ce forum a sa raison d'être parce qu'il faut inciter la jeunesse aujourd'hui à prendre conscience de ce que c'est que la cybersécurité. Il y a des places à gagner là-bas pour nous les femmes. Il y a également de la place à gagner dans tout ce qui est pilotage de projet. Il y a également de la place à gagner pour ce qui concerne le codage. Il y a également de la place dans tout ce qui est réseau télécom. On n'en a pas du tout, on n'a pas assez de femmes, très 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 peu. Vous prendrez toutes les entreprises télécom TIC ici,
le ratio est en deçà des 40%. Donc aujourd'hui, c'est à nous femmes de prendre en main notre destin parce qu'il y a un vaste champ de possibilités pour nous. Nous avons un rôle à jouer et nous devons le jouer. Déjà, je voudrais commencer par féliciter en réalité les organisateurs de ce forum. Je trouve que c'est une excellente plateforme pour mettre en avant les enjeux et surtout l'importance que revêt la cybersécurité et le numérique et le digital en général, et surtout montrer à quel point il est primordial que les femmes, et particulièrement les jeunes filles, s'y intéressent. Parce que malheureusement, on a tendance à segmenter les secteurs d'activité avec des secteurs d'activité qui sont réservés, entre guillemets, aux hommes et certains qui sont l'apanage des femmes. Se disant, je dirais, dans l'inconscient collectif, que tout ce qui est métier qui demande une certaine capacité ou certaines compétences qui vont au-delà de la moyenne sont réservés aux hommes. On a tendance à penser que les hommes sont les plus aptes à exercer ces métiers. Et depuis hier, tous ceux qui ont participé à ce forum ont pu constater l'extraordinaire capacité et les compétences dont recèlent nos jeunes filles. Celles qu'on a vues ce matin, parce que je suis membre du jury pour les startups féminins, donc les projets qu'elles ont élaborés. Et tout à l'heure, on a été émerveillés par ces petites filles de 11 ans qui ont pris conscience qu'elles sont capables d'accomplir des choses et qui s'y sont mises avec succès. Et je pense que c'est ce genre de plateformes qui permettront un changement de mentalité. Parce que quand on parle de leadership, on ne peut avoir de leadership que lorsqu'on a un certain mindset, lorsqu'on a un certain degré, une certaine mentalité qui nous permet de se positionner et d'être persuadé qu'on peut accomplir certaines choses. Et malheureusement, les femmes et les jeunes filles, nous nous rendons compte que nous nous limitons nous-mêmes. Il y a énormément de limitations que nous nous imposons et qui sont d'origine diverse, qui viennent déjà de l'éducation que nous recevons, qui nous mettent dans un certain moule et qui ne nous font penser que nous ne sommes pas prédisposés à accomplir autant de choses que les hommes. Donc un changement de mentalité qui devrait se faire à ce niveau-là, et la propre perception que nous avons de nous-mêmes et les limitations que nous nous imposons. Donc, quand on vous parlait tout à l'heure, quels sont les atouts que devraient avoir des femmes qui voudraient réussir, si je peux le dire comme ça, dans le numérique, je ne parlerai pas d'atouts, parce que j'estime que nous en avons toutes. Nous avons toutes les aptitudes et les capacités. Il s'agit juste de prendre conscience que nous pouvons accomplir tout ce que nous voulons accomplir et que surtout nous nous donnions les moyens de pouvoir le faire. Les moyens de pouvoir révéler ce formidable potentiel que nous avons en nous et de devenir ainsi des vecteurs de changement. Et pour celles qui ont compris les enjeux, Madame la ministre tout à l'heure a parlé d'illustres exemples donc dans le domaine notamment de l'intelligence artificielle, j'estime qu'il est de notre responsabilité, de la responsabilité de ces personnes, d'être des rôles modèles, de devenir plus visibles, de sorte que les jeunes filles comprennent qu'il y a possibilité d'y arriver parce que des devancières y sont arrivées, qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne puissent pas le faire, et donc qu'elles puissent donc être des influenceuses et pouvoir orienter ces jeunes filles.
Avec Smart Metrics, on développe des solutions d'assessment et des solutions de profilage. Et il y a quelques années, on s'est dit, on veut savoir comment l'entrepreneur fonctionne et est-ce qu'il est influencé par son système. Pendant des années, j'ai coaché des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises, et je me suis quand même rendu compte qu'un entrepreneur en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme un entrepreneur au Sénégal, ce n'est pas comme un entrepreneur en France, ce n'est pas comme un entrepreneur aux US. Il y a une véritable spécificité. Et cette spécificité, on a eu envie de la démontrer, donc grâce à des outils, grâce à de l'analytique, et c'est ce qu'on a fait pendant quelques années pour justement concevoir ces outils d'assessment. Et il y a 3 ans, on a lancé une étude qui s'appelle « Explore ton potentiel entrepreneurial » et qui nous a permis effectivement d'interviewer la première année 300 entrepreneurs et 300 entrepreneurs et j'étais un peu déçue cette première année parce que seulement 15% de femmes ont répondu au questionnaire. Et c'est un symptôme aussi de comment les choses fonctionnent. Mais en tout cas, cette étude, et on en est très fiers avec Smart Metrics, avec la team, elle a réussi à démontrer effectivement que l'entrepreneur ivoirien avait des spécificités et que la femme entrepreneur également avait ses spécificités. Donc la femme ivoirienne, la femme entrepreneur, et pas qu'ivoirienne, mais en tout cas basée en Côte d'Ivoire, elle est très courageuse. Elle est combative. Elle est persévérante. Elle a tellement de force et tellement d'envie et tellement d'énergie à mettre au service de son projet entrepreneurial. Ce que ça a démontré également, et ça c'est pour l'ensemble de la population d'entrepreneurs que l'on a interrogés, c'est que il y a des petites choses à développer. La femme a besoin, par exemple, de travailler un peu plus en alliance, de travailler en partenariat. Elle a besoin de muscler son audace, sa capacité à prendre des risques, à sortir de sa zone de confort. Et toutes ces données nous ont permis de continuer en fait et de creuser. Et cette année, on a dit on veut interroger que des femmes. Et c'est ce qu'on a fait. On a interrogé 250 femmes entrepreneurs. On les a eues. Je vous assure, on a galéré. C'est simple. Mais on les a eues et ces 250 femmes entrepreneurs ont répondu au questionnaire. Chacune a reçu un rapport sur son profil de personnalité, sur son profil de personnalité aussi entrepreneuriale, sur ses ressources, sur ses talents, sur tout ce qui lui permet de passer à l'action. Et également sur les points de vigilance. Et on a reçu tellement de retours, tellement de feedback positifs qui nous disaient « mais c'est génial en fait, tout le monde me dit que je suis comme ça à la maison, mais là maintenant je peux le dire parce que très souvent on me dit que je suis pénible. » Bah oui, mais tu es une scénariste, tu as du talent, utilise-le et c'est ce que tu fais au quotidien. Donc on a eu de très bons moments. Et cette étude, elle nous a permis de créer par la suite un programme de coaching entrepreneurial qui s'appelle le Women Entrepreneur Progression, donc qui est un programme de coaching en ligne sur 8 semaines et qui traite des questions liées au développement personnel, au développement du leadership, qui traite de questions liées au développement professionnel, donc les compétences entrepreneuriales, le marketing, le digital, toutes ces questions qui vont créer de la valeur et qui vont faire en sorte que ces femmes créent des business impactants, des business conscients et des business qui vont créer de la valeur dans cet environnement ivoirien et dans cet environnement africain. Et on a quelques participantes qui sont là pour ce web. Et j'ai envie de vous dire que à un moment, justement, ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment est-ce qu'on allait être utile en tant qu'entrepreneur. Et être utile, c'est donner aux autres, en fait, les moyens de se développer, c'est donner aux autres les moyens de croître. Et ça a beaucoup de valeur. Ce que j'ai envie de dire également, c'est à ces jeunes filles, à ces tech addicts, à ces tech operators, c'est qu'il ne faut pas juste être une experte, juste une développeuse ou une programmeuse. Ce qu'il faut, c'est développer des compétences transversales, des soft skills. Le hard, c'est top, c'est super et ça vous permet effectivement de construire, de structurer et de sortir des produits. Mais la partie soft, la partie douce, la partie leadership, la partie communication, la partie aussi pensée stratégique, réfléchir autrement, travailler en partenariat, mutualiser, en alliance, ça crée tellement de valeur. Il est important aussi d'investir dans le coaching des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous partagez justement votre quotidien. Et en créant ça, vous avez des bonnes chances d'impacter et de transformer le monde. Donc, je me préparais en fait aux questions tout à l'heure avec mon équipe.
Et de manière unanime, on a décidé que c'était à l'homme de faire la place à la femme. Parce que la femme est déjà présente pour nous dans cette quatrième révolution industrielle. Si vous regardez tous les usagers de réseaux sociaux, l'Orange Money en Côte d'Ivoire, moi, c'est les femmes qui me montrent comment utiliser OM, pas les hommes. Mais je dois dire en fait qu'on a tendance à penser que la femme doit faire beaucoup d'elle-même et le combat doit être un combat de femmes. Pour moi, c'est un combat de société. C'est un combat que l'homme doit autoriser à la femme de mener et la guider dans ce combat-là. Et je dois dire une chose, je voudrais peut-être revenir sur ce qui se passe actuellement au niveau de cette question de quatrième révolution industrielle. Je ne sais pas, il y a sûrement plein de papas ici et de mamans. En tout cas, moi, ma petite fille, je dois vous dire qu'à l'âge sûrement de 2 ans, je pense, hein, entre 1 an et demi et 2 ans, je crois, j'étais étonnée de la façon dont elle manipulait le portable. Et je pense que beaucoup de parents dans cette salle ont dû faire le constat qu'on a comme l'impression que cette évolution de la première révolution industrielle à la quatrième révolution industrielle dans laquelle nous nous trouvons, j'ai comme l'impression que de façon génétique ou alors par rapport à peut-être une manifestation extérieure, déjà les enfants tout petits savent déjà utiliser l'ordinateur sans qu'on ait vraiment besoin de faire comme avec nous. On est obligé de s'asseoir pour nous montrer comment on appuie sur les touches, pour nous montrer comment on manipule telle et telle chose. Même les curseurs, c'est presque automatique chez ces enfants, mais c'est des petites filles et des petits garçons. On ne cherche pas à savoir si le petit garçon est plus dynamique que la petite fille. Ça veut donc dire, moi je suis une scientifique hein, d'origine, je me dis que lorsque je fais une analyse scientifique de ce qui se présente à nous actuellement, à partir déjà des enfants dans leur jeune âge, que ça vient naturellement. Ça veut donc dire qu'il ne doit même pas y avoir de frein aujourd'hui entre au départ la petite fille et le petit garçon, plus que naturellement, ils ont comme ce gène, n'est-ce pas, à cette possibilité, de capacité déjà de manipuler l'informatique, en gros, en fait, hein, d'avoir accès au numérique, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais c'est de faire exactement ce que les gouvernants font aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, quand ils arrivent à l'école, qu'ils continuent de développer ce qui s'est installé naturellement en eux, n'est-ce pas? Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir qu'on n'aura plus de distinguo entre la fille et le garçon. La seule chose qu'il faudra essayer de maintenir, c'est l'équité et non l'égalité. Parce que l'égalité, on l'a déjà. Et c'est pour ça que je vous donne l'exemple déjà des enfants en bas âge. Mais l'équité, c'est là où il faudra faire un effort pour qu'on puisse se maintenir. Et puis le reste, je pense, viendra naturellement, puisqu'il y a des formations. Déjà, je vois Orange et tout ça, excusez-moi, les responsables de téléphonie mobile qui aujourd'hui font l'effort d'installer ce que vous appelez les salles multimédia, les labs, n'est-ce pas? Et de plus en plus, on forme la jeune fille spécifiquement pour qu'elle puisse très rapidement utiliser soit le mobile, soit l'ordinateur pour ses besoins spécifiques, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit à l'intérieur du pays, surtout agricole et tout. Donc, il y a un potentiel aujourd'hui qui existe, à mon avis. Ce potentiel existe. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste, je pense, claquer, faire en sorte de la prise de conscience, et ça, j'insiste là-dessus. Il suffit d'une prise de conscience, aider à cette prise de conscience, pour que les choses se fassent naturellement. Donc, je pense qu'on est tous d'accord ici, hein, déjà, sur le fait hein, qu'il n'y a pas à dire que la femme est non. On prend notre place et il faut qu'on apprenne. Voilà, il faut l'apprendre. Quand on l'apprend, à ce moment-là, comme la jeune fille et comme le garçon, eh bien, on développe. Je pense que pour moi, en tout cas, qui suis plus âgée que vous, je pense que c'est ce que je peux dire.
Madame le ministre, c'est vrai, vous avez raison. Oui, aujourd'hui, les choses se font naturellement. Mais n'oublions pas une chose, dans le monde professionnel, c'est un monde de guerriers. Il n'y a pas de douceur. En entreprise, on ne fait pas la passe. À ce que je sache, les hommes ne feront jamais la place aux femmes. Je suis désolée, on ne fait pas la place. Le pouvoir s'arrache. Je suis de cette nature qui pense que... Mais je suis Madame de Koné, cette nature qui pense que le pouvoir s'arrache. Madame Koné, Mais il y a différentes manières d'arracher Madame le Koné, pouvoir. vous voilà. Voilà. Et ça, c'est l'expérience de l'aîné. Madame Koné, excusez-moi, je prends la parole, c'est ça, le pouvoir s'arrache. Voilà. Mais, comme je dis, sur un terrain où on demande d'abord l'équité, vous savez, je suis membre du gouvernement depuis 2011. Je peux vous dire que quand on parle d'égalité, quand on parle tout de suite, oui, mais la réaction des hommes, c'est quoi? Mais oui, mais vous pouvez autant que nous, pourquoi vous voulez qu'on vous donne? Oui, on n'a pas dit qu'on nous donne. On a dit qu'on est allé à l'école comme vous. On a dit qu'il y a une loi, il y a des différences, il y a des disparités qui s'imposent naturellement dans la vie des êtres humains. Ça, vous n'y pouvez rien, Madame Koné. Maintenant, tout dépend de la façon dont vous l'arrachez. Voilà. Justement. J'adore cette table ronde. Est-ce que respectueusement, je peux arracher le pouvoir de... Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux terminer ma pensée, Félicia? Madame le ministre, vous en arrivez au point où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières d'arracher le pouvoir. Une chose est sûre, on le prend. Mais comment on va le prendre? Dans l'entreprise, il y a un plafond de verre. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, c'est à nous de le crever. Et on le crève comment? Déjà, faire valoir ses compétences. Vous verrez que lorsqu'il y a un poste à prendre, l'homme, même quand il a 50% de ses compétences pour le poste donné, il va y prétendre. La femme, elle va attendre d'avoir atteint 100% des compétences requises pour ce poste avant de les faire valoir. Alors, il faut se montrer un peu plus go-ahead sur ce point-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a des stéréotypes qui sont des stéréotypes qui existent, qui disent que la femme, elle est très prise par le côté social, par le côté familial. Oui, elle va 3 mois en congé de maternité, et ceci, cela. Mais vous oubliez une chose, les TIC sont là justement pour changer la donne. Parce qu'il y a la mobilité qui est là. Il y a les plateformes de collaboration qui sont là. Et c'est ce qu'on vous demande d'utiliser. On vous demande de vous approprier les TIC pour pouvoir jouer pleinement votre rôle. Également dans la vie familiale. Les TIC aujourd'hui apportent un désordre incroyable dans les familles. Personne ne se parle plus. Mais la femme, en tant que pierre angulaire du foyer, en tant que centre de la famille, a bien le droit de jouer ici son rôle. Et ce rôle-là, c'est de vous dire, de dire aux enfants, stop, il y a des moments où il n'y a pas on arrête l'usage de ces outils. On doit pouvoir construire notre vie familiale avec ces outils, mais pas mettre ces outils au début. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour les femmes qui sont entrepreneuses, est-ce que vous savez qu'il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, la plupart des financements qui sont dévolus aux startups, il y en a plus pour les hommes. Pourquoi? Parce que tout simplement, et ce sont ces mêmes études qui les disent, au World Economic Forum, c'est sorti de l'année dernière, les études ont montré que les femmes, elles développent des projets, mais dans tout ce qui est dans les segments de services. Elles ne développent pas des solutions pour résoudre des problématiques industrielles. Alors, du coup, vous voyez que ça appelle plus de fonds plutôt que pour les services. Ça, c'est un. Ensuite, lorsqu'il y a des coachs pour ces start-upers, aux hommes, ils disent « battez-vous, défendez vos idées, accrochez-vous ». Aux femmes, ils disent « ah oui, faites attention, en termes de critères, il faut respecter ceci, il faut respecter cela ». On ne leur dit pas « battez-vous, foncez ». Alors,
Je peux vous citer une multitude d'études qui ont été faites de par le monde. Mais mon propos, c'est de dire tout simplement que nous avons notre rôle à jouer. De la même manière que dans le foyer, la femme la plus forte, c'est celle qui, avec douceur, parvient à faire changer son mari d'avis. Au niveau du boulot, c'est avec douceur que nous allons arracher notre place, mais toujours est-il que c'est un combat et on se battra pour prendre nos places. Peut-être mon concept générationnel est un peu différent. Pour moi, oui, il y a un combat à mener. Le combat est journalier, mais mener le combat seul, en fait, épuise. C'est comme si on nageait à compte courant dans un océan, et puis on est seul. À un moment, on s'épuise et on coule. Moi, ce que je suggère, c'est un partenariat, donc avec les hommes, qui sont déjà arrivés dans ces positions-là. Et on verra, en fait, quand on se rapproche de l'autre genre, on réalise que nos challenges ne sont pas si différents que ça. Et ça donne en fait l'opportunité à l'autre genre de nous voir de manière plus empathique. Empathique? Bon, c'est de l'anglais, hein? Voilà, merci. Voilà. On me connaît ici pour ça. Donc, de manière plus empathique et de se mettre dans les chaussures de la femme. Parce que c'est très important pour nous, pour cette génération-là et la génération future. Comme a dit Madame la ministre, on commence sur le même pied d'égalité. Les différences se font, mais ce sont des différences sociétales, pour être franc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à réduire ce gap-là? C'est en ayant un partenariat, qu'on se tienne la main, on se tende la main. On n'a pas dit de nous faire la place, mais on se dit que quand on fait ce combat, mieux vaut être accompagné qu'être seul. Comment faire pour qu'il y ait de plus en plus de femmes dans les IT? La première chose, et je pense que le gouvernement ivoirien l'a compris, est en train de le faire avec beaucoup de bonheur, c'est l'alphabétisation. On ne peut pas aller dans les IT si on est analphabète. Il faut déjà commencer par l'alphabétisation. Et puis, deuxième chose, il faut former dans les IT. Et là, malheureusement, on est encore largement en deçà de nos attentes en matière de formation IT. Il faut avoir des écoles spécialisées dans les IT. Mais aujourd'hui, les cursus de formation, vraiment, c'est quelque chose de très basique. Il faudrait aller vers des formations de plus en plus pointues. La troisième chose, à mon avis, ce serait déjà d'informer. Parce que les femmes manquent singulièrement d'informations, ce qui est fort étonnant, parce que ce sont les plus informées pour ce qui se passe chez le voisin d'à côté. Elles sont informées sur tout ce qui se passe dans le bureau d'à côté, mais au niveau professionnel, elles sont moins bien informées sur ce qui peut leur permettre d'évoluer, de progresser. Et pour cela, il faut quand même pouvoir s'appuyer sur un réseau. Il faut rechercher l'information. Au lieu de s'asseoir pour attendre que l'information vienne à soi, il faut aller à la conquête, à la recherche de l'information. Ensuite, il faudrait également, je pense, donner l'envie aux femmes de créer, d'entreprendre. Oui, c'est inné, mais également, on apprend cela. Regardez un peu les nanas Ben sur le marché. Qu'est-ce qu'elles font avec leurs enfants? Elles les emmènent avec elles, déjà tout petits, pour leur inculquer les basiques. De la même manière, pendant que nous, je suis boulanger, je ne veux pas que mon fils devienne boulanger ou que ma fille devienne pâtissière. Ah, surtout pas. Et pourquoi nos enfants ne pourraient pas prendre la relève? Surtout pour nous qui avons des entreprises ou qui évoluons dans ce métier. Il faudrait déjà leur faire apprécier ce qui nous exalte, ce qui nous donne l'envie de continuer dans ce que nous faisons dans ce secteur pour nous des IT. Il faut donner envie à nos enfants de suivre nos traces. Et je pense que là, c'est très important. Donc pour moi, voilà les 4 éléments dont l'État a sa part à jouer. Hein. Ça, je ne le dis pas. Je ne voudrais pas insister là-dessus, Madame le ministre le fera. Mais nous, particuliers, nous avons notre rôle à jouer. Et c'est maintenant que ce rôle-là, nous devrons le mettre en œuvre. Mes collègues ont dit pas mal de choses, hein, et c'est fun. Donc de l'éducation, une société et un État, effectivement, qui participe fortement au développement de cette éducation technologique. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Je rencontre des entrepreneurs et des développeurs et des experts en nouvelles technologies tous les jours. En Afrique, je suis impressionnée par le talent et les talents que je
que je vois en fait. Il y a des développeurs de folie, des experts des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle de folie. On les voit pas simplement au Nigeria, pas simplement au Ghana ou en zone anglophone, on les voit aussi en zone francophone. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que ces talents, en fait, eh ben, ils sont repérés par des organisations étrangères. Ils sont repérés par des boîtes qui sont à Londres, qui sont aux US, qui sont en France. On vient sourcer, on vient pomper des talents, mais effectivement, ils n'ont pas la place d'exprimer leur potentiel et d'exprimer leur capacité. Et vraiment, c'est tellement dommage. Je crois qu'il y a une prise de conscience globale, c'est-à-dire que on a des talents, on a des potentiels, on a des gens qui ont appris sur YouTube. Et ce n'est pas parce qu'il a appris sur YouTube qu'il est moins bon qu'un Londonien, moins bon qu'un Parisien, moins bon qu'un gars qui est à Pékin ou à Shanghai. Les gars sont exceptionnels. Encore faut-il pouvoir les accueillir, encore faut-il pouvoir les accompagner dans leur processus, effectivement, soit d'entrepreneuriat, soit d'intrapreneuriat. Et je pense que c'est une décision, en fait, c'est une décision collégiale. Et ça n'est pas que l'État, c'est aussi nous, en tant qu'individus, en tant que chef d'entreprise, en tant que membre de la société, de se dire, mais comment est-ce qu'on va capitaliser sur tout ça et comment est-ce qu'on va créer plus d'impact? Eh bien déjà, c'est en reconnaissant les talents, en reconnaissant l'expertise, c'est en permettant à ces personnes qui n'ont peut-être pas un diplôme du MIT ou de Harvard ou de la Singularity University de s'exprimer. Et donc on les recrute, on les engage, on les forme, on les accompagne. Et il me semble que ça permettra à des jeunes filles ou à des jeunes hommes de suivre ce chemin. Et je pense aussi qu'il faut faire rêver les enfants. Il faut faire rêver ces jeunes filles et ces jeunes hommes, parce que quand on ne rêve pas, on ne fait rien. On ne s'engage pas dans une voie. C'est simple en fait. Si on ne les challenge pas, si on ne les stimule pas, si on ne leur donne pas envie de résoudre des problèmes, si on ne leur donne pas envie d'exprimer leur talent et leur potentiel, parce que ça fait 50 ans qu'on parle de tous ces sujets liés quand même à la 4e révolution industrielle. Donc Jérémy Rifkin, je vous encourage à lire ses livres. C'est là quoi. On le sait, mais il s'agit de passer à l'action, simplement. Et passer à l'action, ça demande que chacun d'entre nous s'investisse, s'engage et fasse le pas. L'État de Côte d'Ivoire a pris conscience que la première chose qu'il faille faire, c'est déjà très tôt de former les enfants à la notion d'abord de l'informatique. Donc déjà, dans les écoles, voilà, c'est une image que j'aime bien, je ne sais pas si elle va apparaître sur les écrans, mais déjà dans les écoles, les enfants sont déjà sensibilisés à la question, à la notion de l'informatique. Et je disais tout à l'heure que beaucoup de salles multimédia, maintenant de plus en plus, je vais même aller plus loin pour vous dire que dans ma région, à Toumoudi, un des opérateurs numériques a formé des femmes, disons des jeunes filles de l'Institut de formation d'éducation féminine, les IFEF, voilà, les ont formées à l'outil informatique pour justement, après cela, les habituer à utiliser soit l'ordinateur, soit le téléphone portable pour pouvoir les aider. Alors, donc, il y a plusieurs paliers. Il y a le palier basique, parce qu'aujourd'hui, comme je disais, celui qui ne sait pas manipuler l'ordinateur, eh ben, je crois que même les mamies, je le disais hier, nous avons nos mamans, nos grands-mères pour certaines. Je plaisantais en disant que quand on est à l'église ou alors à la mosquée, pour certains, vous entendez le téléphone portable qui sonne du sac de la mamie, qui n'arrive pas à l'arrêter parce qu'elle ne l'arrête jamais, parce qu'elle sait qu'on l'a allumé et elle ne sait même pas comment on l'éteint, mais elle sait y répondre et c'est un outil essentiel pour elle, un outil de contact. Et dans toutes les régions de notre pays, que ce soit dans les plantations, que ce soit en ville, les femmes, les hommes, les enfants ont toujours un portable à la main qui leur sert comme ils veulent. Et moi-même, lorsque j'étais ministre de la Santé, nous avons développé le carnet électronique de vaccination. Tout ceci qui va servir de rappel
à la femme pour lui dire, voilà, c'est le moment de ramener l'enfant pour tel et tel type de vaccination. Donc, la question que tu poses, Miliane, pour moi, elle a des paliers. Le premier palier, c'est la formation. Le deuxième palier, pour moi, c'est l'information. Et le troisième palier, pour moi, relève de ce que disait Madame, je crois que c'est Madame Koné, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est la spécialisation, c'est-à-dire la personne qui s'intéresse réellement au numérique, aux TIC et autres, et qui veut en faire réellement un métier, parce que la personne se sent des capacités de développer. Donc, ça va être dans l'intelligence artificielle, cela va être dans vraiment l'éthique, que ce soit au niveau de la NASA, que ce soit... Mais enfin, le troisième palier va être très spécialisé. Mais quel est le rôle? Parce que je crois que c'est Madame Zézé ou je ne sais pas, qui disait qu'il n'y a pas assez de structures académiques, n'est-ce pas, concernant donc, le numérique, l'éthique et autres, le digital. Je dis, c'est un palier. C'est un autre palier. Mais quel est le rôle d'un État aujourd'hui, en 2019? Le rôle d'un État en 2019, c'est de faire en sorte que le numérique ou le digital ne soit pas quelque chose d'extraordinaire, que ce soit quelque chose qui soit utilisé par les uns et les autres, qu'on ne soit pas étonné de voir des gens avec un ordinateur, Non, il faut que ce soit comme le stylo, il faut qu'on en arrive à cela. Je pense que vraiment, c'est le rôle de l'État. On ne peut pas aller au-delà. C'est bien si on a une université ici, ou alors on a un genre... C'est vrai, on a une sorte de Silicon Valley à Bassam, qui est en train de se bâtir, n'est-ce pas, en zone franche. C'est bien, mais il faut reconnaître que dans nos jeunes pays, c'est le fait de ne pas donner la possibilité aux uns et aux autres d'accéder au digital et au numérique qui pose problème. Mais à partir du moment où l'accès et la sensibilisation est faite, que la promotion est faite, d'ailleurs, je suis bien placé pour le dire, je suis ministre en charge de la modernisation de l'administration. C'est quoi? C'est la dématérialisation des procédures administratives pour permettre aux citoyens d'avoir accès à ces documents administratifs de façon numérique. Et l'autre appellation de mon département, c'est l'innovation du service public. Qu'est-ce que c'est que l'innovation du service public? C'est ce que je disais hier à la cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire qu'on permet aux structures qui donnent du service aux citoyens de pouvoir y avoir accès rapidement. Donc, ça veut donc dire que pour ce jeune département ministériel qui a été créé seulement en 2017, relève d'une prise de conscience de l'État de Côte d'Ivoire pour permettre aux citoyens d'avoir accès au digital, plutôt avoir accès à ces documents administratifs, améliorer l'administration à partir du numérique. Donc déjà, l'appellation de mon département même suffit pour montrer la détermination de l'État pour accéder au TIC, au numérique, au digital et autres. Voilà. Donc, je voulais dédouaner aussitôt l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est la première chose que je fais. Et tout en dédouanant l'État de Côte d'Ivoire, je voulais vraiment ici, et ça je rejoins tout à fait Madame Zézé, je voudrais vraiment ici me féliciter de cette frange de notre population ici, qui sincèrement nous épate, nous émerveille par ces jeunes start-up qui de plus en plus, à qui on donne la possibilité de plus en plus de pouvoir montrer leur savoir-faire. Et c'est un plus pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce que à l'époque, on n'avait pas tendance à s'intéresser, n'est-ce pas, le terme start-up pour moi était un peu nouveau, hein, j'avoue, mais je dois dire honnêtement que je trouve que c'est une chose extraordinaire parce qu'il ne faut pas trop attendre de l'État, il faut au contraire permettre à l'État d'accompagner ces jeunes talents qui justement permettent au pays de se développer, aussi bien de façon au niveau économique, au niveau social, culturel et autres. Alors, j'ai demandé qu'on montre cette photo, voyez-vous. J'ai reçu une distinction de à Alifa, Technion Israël. Je pense que pour vous qui êtes très imprégnés de la question, vous savez très bien que c'est une université qui se trouve donc en Israël et dont la spécificité, comme disait l'une des panélistes ici,
hein, la spécificité, c'est de justement capter ces jeunes étudiants qui s'intéressent à tout ce qui est technologie de haut niveau. Et à partir de là, on sort on parle de robotique, on parle d'intelligence artificielle et autres. Et j'ai eu l'honneur de recevoir un prix de Technion Israël avec le président que vous voyez sur la droite de Technion Général et la dame, c'est la directrice de Technion France. Alors, vous voyez, hein, malgré mon âge, j'ai reçu quand même un prix. Mais tout cela pour vous dire que tout est une question, une volonté politique. À partir du moment où un État s'intéresse justement à ce volet du numérique et des TIC, je pense que cela est un message très fort que l'on transmet pour dire voilà, nous sommes prêts à accompagner tous ceux qui veulent avancer et continuer, n'est-ce pas, dans ce domaine. Donc, je voudrais vraiment vous encourager les unes et les autres ici, voilà, en ma qualité de membre du gouvernement, vous féliciter en tout cas pour tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant, voilà, chacune de vous, dans vos différents secteurs d'activité, vous dire que c'est une fierté en tout cas pour la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, où le gouvernement ivoirien a fait en sorte que maintenant, dans les collèges, il y a des sessions de formation à l'entrepreneuriat, tout ceci pour susciter l'envie des jeunes gens et des jeunes filles à s'investir dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est un paramètre très important dans l'évolution de l'économie de notre pays. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, mais au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire. Quand on aura une autre opportunité, en tant que scientifique, j'aurai l'occasion de vous donner mon point de vue là-dessus. Je vous remercie. Je voudrais dire que l'État travaille sur la question des TIC, tout simplement en disant que oui, il y a des choses qui se sont faites aujourd'hui en matière de connectivité déjà. C'est vrai qu'il y a la question de l'énergie, mais c'est en train d'être résolu, je pense bien. Mais la connectivité déjà est en train d'être déployée parce qu'il y a tout un programme à ce sujet-là de maillage du territoire en matière de fibre optique. Et pour cela, c'est un partenariat public-privé. Les opérateurs télécoms font leur part, l'État également fait sa part. Ça, c'est bon à signaler. Également, il faut signaler que en termes d'accès aux équipements, oui, il y a eu quelque chose qui a été fait. Il y a différents programmes qui sont développés pour permettre aux citoyens d'avoir accès aux équipements TIC. Il y a eu des mesures de défiscalisation sur les équipements TIC, mesures qui vont être reconduites d'ailleurs, je pense bien, puisque c'est encore à l'étude. C'est reconduit, Madame la Ministre. Alléluia, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais la loi fiscale également 2019, c'est conduit, ça va passer à l'Assemblée. Oh, génial. Alors, pour ce qui concerne maintenant l'accès de tous au TIC, c'est vrai que dans les villages encore, on ne peut pas forcément avoir accès à tout ce qu'on veut, mais il y a le programme de cybercentre communautaire sur lequel l'État et le secteur privé ont travaillé et c'est quelque chose qui devrait se déployer l'année qui arrive. Il y a également les partenaires techniques et financiers qui sont impliqués dans le développement de ce projet. Il y a différents programmes sectoriels. Il y a le e-agri, il y a le e-justice, il y a le e-éducation. Tous ces programmes-là, je voudrais souligner que le secteur privé est partie prenante. Donc c'est vrai, même quand on n'aime pas le lièvre, quand il court, il faut reconnaître qu'il court vite de fois. Voilà. C'est ma petite contribution, Madame le ministre. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madougan Coulibaly, je voudrais saluer pendant toute cette conférence la présence de son conseiller technique, de son conseiller, Monsieur, il ne m'écoute pas, Monsieur le conseiller du Premier ministre, vous voulez bien vous lever? Voilà, merci. Monsieur Dosso-Mobetti. Voilà, donc il a été présent pendant cette conférence. Et je voudrais bien sûr, au nom du Premier ministre, remercier les uns et les autres ici, surtout remercier Marc Coulibaly. Vraiment, vous pouvez vous lever, puisque c'est très officiel ce que je fais. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette belle conférence et féliciter ici tous nos jeunes présents qui ont participé à ces 2 jours de cette conférence. Je sais qu'elle aura
à moi en tout cas, elle m'a beaucoup apporté de ce que j'ai pu voir et faire, mais je suppose que vous également, cela vous a également beaucoup apporté. Et merci Méliane en tout cas de m'avoir fait participer à cette table ronde, ce panel avec des jeunes personnalités extrêmement intéressantes. J'insiste sur le jeune, voilà, parce que Mme Koné me regarde, donc j'insiste pour dire que non, mais c'est une opportunité pour moi de rencontrer des jeunes dames que je voyais dans des magazines. Et je m'en félicitais d'ailleurs parce que c'est important pour la Côte d'Ivoire d'avoir des repères à tous les niveaux de notre société. Voilà, Méliane, ce que je peux dire. Félicitations à toi également. J'espère que... Voilà, vous pouvez l'applaudir, Méliane. Je remercie tous les sponsors qui avaient été cités déjà hier. Je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai peur de me tromper. Mais en tout cas, je vous remercie et je pense que c'est ce partenariat public-privé que nous avons développé pendant ces 2 jours qui vont nous permettre justement d'aller de l'avant. Et en tout cas, en ma qualité de chairwoman, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir permis d'être là avec vous et puis de pouvoir partager au niveau de tout ce qui rentre dans mon département ministériel, c'est certain, mais aussi de ce que j'ai pu apprendre à travers toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Petite musique.